Première séquence qu'on dédie évidemment à ce sujet, alors de la cybersécurité à la cyber-résilience. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière, évidemment, plutôt cette notion de cyber-résilience, un peu galvaudée d'ailleurs à certains égards. Europe, État, région, collectivités et entreprises, bien entendu. On vient de le voir dans les propos évidemment liminaires. Comment passer de la cybersécurité et cyber-résilience ensemble, en engageant l'ensemble de l'écosystème. C'est ce que nos grands témoins vont incarner. Je vous les présente dans quelques instants. Un risque cyber qui est évidemment permanent, qui est devenu indispensable de prendre en compte. Quelle est la situation d'ailleurs actuelle sur la menace cyberglobale et son évolution, notamment depuis la crise sanitaire? Quelles sont les actions faites au niveau européen, national, puis local, évidemment notamment depuis cette crise sanitaire que j'évoquais? Comment le monde de l'assurance se mobilise? Comment créer des partenariats publics-privés avec cette hybridation au service du monde assurantiel, notamment des offres de solutions et puis des entreprises utilisatrices pour adopter une posture résiliente face à ces risques? Et enfin, quels sont les bénéfices justement de collaboration publique-privée de cette hybridation que j'évoquais sur l'écosystème de notre territoire? Pour en parler, merci d'accueillir chaleureusement nos grands témoins, Cécile Desmond, Ingrid Zollner, Olivier Graal, Yann Pennec et Philippe Lunneau. Merci de venir nous rejoindre. Voilà, ils ont fait le déplacement, certains plus exotiques que d'autres, ils nous le diront peut-être pour être avec nous. Je vous laisse vous installer sans protocole, on fait ça chez nous. Tout va bien, les chaises sont suffisantes, voilà, parfait, installez-vous confortablement. Et j'ai le plaisir de vous présenter peut-être, allez, dans le désordre, en commençant en tout cas par vous, Cécile Desmond. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ambassadrice régionale Nouvelle-Aquitaine pour le Cybercercle, et assureur également, et chargée de clientèle entreprise. C'est intéressant d'ailleurs votre double casquette, si je puis dire, parce que vous avez évidemment à ce titre-là, à ces deux titres-là, toute la légitimité de vous exprimer ce matin avec nous. Ingrid Zollner, bonjour Ingrid, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes Chief Marketing Officer et membre du comité exécutif chez Tetris. C'est une entreprise experte en cybersécurité. Vous connaissez évidemment cette entreprise au service de nombreux secteurs d'activité en France comme à l'international. On profitera justement de votre hauteur de vue ou de votre poste avancé d'observation sur ces sujets, notamment à l'international. Philippe Lunneau, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Mon cher Philippe, vous êtes Senior Advisor pour justement et au sein du Cybercercle. Créé en 2011, je me permets évidemment de le préciser, le Cybercercle est un cercle de réflexion, d'expertise et d'échange sur les questions de confiance et de sécurité numérique. Yann Pennec, à mes côtés. Bonjour Yann, vous êtes directeur de délégation numérique pour la région Nouvelle-Aquitaine. Et enfin, Olivier Graal. Bonjour Olivier, merci d'être avec nous. Vous êtes délégué à la sécurité numérique pour l'ANSSI Nouvelle-Aquitaine. L'ANSSI, bien sûr, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Olivier, on va commencer avec vous justement, peut-être pour faire un état de l'art, si je puis dire, ou de la situation concernant cette question de cybersécurité. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est dans une situation de orange, rouge, pourpre ou complètement noir? Racontez-nous. Alors, on n'est pas là pour être sous situation anxiogène ou complètement déprimé, mais on se parle vrai ce matin. Racontez-nous. Oui, bonjour à tous. Je pense que l'actualité parle pour moi, donc il y a effectivement un vrai sujet d'État, on va dire, et une nécessité de s'améliorer en matière de cybersécurité. On recense chaque semaine malheureusement des incidents graves, avec des conséquences qui peuvent être aussi très graves. Ceci dit, rien de nouveau sous le soleil, c'est-à-dire que ce qui se passe actuellement était vrai l'année dernière, l'année d'avant. Il y a une augmentation, par contre, de la menace, donc une augmentation régulière des incidents cyber, principalement pour l'intérêt lucratif, mais pas que, puisqu'il y a aussi des intérêts étrangers divergents avec ceux de la France et des souhaits de se prépositionner, de récupérer de l'information, de voler du savoir-faire. Donc il y a une vraie nécessité de traiter le sujet, et c'est ce qui se passe actuellement, puisqu'il y a au niveau national donc un vrai regain d'activité en matière de cybersécurité. La preuve en est aujourd'hui l'événement auquel vous nous avez conviés.
Bon, alors, l'ANSSI, évidemment, l'agence fait un panorama chaque année, justement, de la menace informatique. Vous avez dressé celui de 2021. Qu'est-ce que c'est la tendance? C'est à l'augmentation. On parle d'une cyberattaque toutes les 11 secondes, menée notamment à l'adresse des PME. On y reviendra sans doute avec vous. C'est quoi la tendance et l'évolution? La tendance est à l'augmentation toujours, même s'il y a la courbe d'augmentation a légèrement fléchi vers le bas ces derniers mois. On reste malgré tout sur une augmentation du risque cyber, en sachant que les années précédentes, on avait une activité multipliée par 4 chaque année, ce qui est très conséquent. Donc le phénomène n'est pas tari et va continuer à s'accentuer, puisque l'intérêt du gain est énorme et l'argent généré par les cyberattaques justifie largement que nos chers amis les cyberattaquants continuent à nous nuire. Des cyberattaques, vous avez commencé à le dire, peut-être le préciser, aux finalités qui sont diverses. Quelles sont les grandes caractéristiques ou les grandes cyberattaques? Est-ce qu'on peut les catégoriser ou en tout cas donner certains profils, certaines approches sur ces cyberattaques-là, leur donner une définition? Alors, il y a le phénomène le plus visible, c'est le phénomène de ransomware, avec pour objectif donc de vous escroquer, de vous rançonner, de vous demander... Rançongiciel, hein, pour la traduction. Voilà. Bon, pour Monsieur Toubon, s'il nous écoute. Exactement. Et la traduction en français. Le rançongiciel, le principe est de venir chiffrer vos ordinateurs, ou crypter en langage courant, et de vous réclamer une rançon pour vous restituer les clés qui vous permettront de récupérer vos données. Ce phénomène est en forte augmentation chaque année, pour une raison simple, c'est qu'il est extrêmement rémunérateur. Donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Ceux, malheureusement, que vous allez voir le plus souvent et ceux dont on parle à la télévision. En dehors de ce phénomène, on voit également une recrudescence des projets d'arnaque financière, donc une recrudescence de ce qu'on appelle les faux ordres de virement, avec usurpation des personnes dans les entreprises, soit des responsables financiers, soit des responsables comptables, et l'envoi de faux mails avec des faux RIB, plutôt des vrais RIB, mais pas pour les bonnes personnes. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit en forte recrudescence ces derniers mois. Enfin, on a la menace étrangère, avec du prépositionnement, du vol de données. Et ça, malheureusement, ce phénomène, il est souterrain. Vous ne le voyez pas, mais il est bien là, avec une préoccupation d'État et donc une nécessité de s'armer et de se préparer de façon à ce qu'on soit résilient. Ingrid Zollner, justement, à vos côtés, peut-être, alors je parlais de couleurs tout à l'heure, rouge clair, rouge pourpre. Vous dites rouge stable depuis Tetris. Racontez-nous pourquoi vous désignez cette couleur-là et est-ce que vous partagez le constat qu'on est sur des cyberattaques qui sont de plus en plus nombreuses. Pour autant, on arrive quand même à stabiliser les choses. On reviendra justement sur les conditions peut-être de ce fléchissement. Mais racontez-nous quelle observation vous faites, vous, depuis Tetris. Oui, c'est effectivement ce que disait Olivier. On pense que la cadence des attaques s'accélère. En réalité, on en entend plus parler partout dans les médias, et tant mieux, parce que ça accroît la vigilance des entreprises, des particuliers aussi. Néanmoins, les attaques sont nombreuses depuis déjà au moins 2 ans. Et donc, c'est pour ça que quand on a échangé en préparation, effectivement, la situation est rouge, parce que dire dur noir, c'est pas nécessairement positif, c'est que anxiogène et ça n'apporte aucune solution. C'est rouge parce que ça tape, mais c'est stable en fait. Ça tape beaucoup. Disons que ce n'est pas en augmentation, par exemple, comme on aurait pu le croire depuis la guerre en Ukraine, par exemple, etc. Ensuite, ce qu'on voit, ce que disait Olivier, rançongiciel et nous. Alors nous, on fait 2 grosses catégories. Cybersabotage, donc tout ce qui vous verrouille, vous bloque votre activité, etc. Donc là-dedans, on range effectivement, par exemple, les rançongiciels. Et cyberespionnage, on vous pique vos données. D'ailleurs, parfois, on fait les deux en même temps. D'abord, on vous pique vos données, ensuite, on verrouille ce qu'il y avait. Comme ça, au moins, voilà, double lot, double extorsion, menace de fuite. Enfin, ce qu'on a pu voir, par exemple, sur le cas de l'hôpital à Corbeil-Essonnes, qui a été très médiatisé. Voilà. Le message principal à passer, du coup, c'est bien sûr faire des sauvegardes qui ne soient pas connectées, qui ne soient pas rangées au même endroit que vos ordinateurs et vos réseaux, non, parce qu'on l'a déjà tellement vu qu'autant le dire. Si on fait des sauvegardes, ce n'est pas pour les mettre juste à côté de là où on pourrait être attaqué.
sauvegarde, gestionnaire de mots de passe, et aussi protéger ses postes de travail et ses serveurs avec des solutions capables de détecter et de bloquer en temps réel les attaques. Voilà, c'est important de se dire que l'attaque, quand elle rentre, elle va très vite. On a vu, nous, sur une nuit, sur un parc client, 60 000 attaques en 3 heures. Bon, heureusement que le client avait activé la remédiation automatique, donc le blocage automatique de l'attaque, parce que 60 000 attaques en 3 heures en pleine nuit, clairement, le système informatique serait tombé. Des attaques qui se font essentiellement la nuit ou le week-end. On l'a bien vu dans le cas de Angers notamment, il y a quelques mois. C'est dans ces périodes-là qu'on est particulièrement vulnérable, avec des systèmes d'information qui sont évidemment moins sous surveillance, je dirais, manuelle ou humaine. C'est ça. C'est compliqué d'avoir des équipes H24 penchées sur les systèmes, à surveiller perpétuellement les systèmes d'information. C'est compliqué et c'est cher. Et donc, effectivement, la nuit, le soir, le week-end, le vendredi soir sont des plages horaires qui sont plus fréquentes. Et c'est la raison pour laquelle, tant que possible, autant opter pour des solutions qui automatisent, qui complètent l'être humain quand il est là, mais qui aussi permettent de pallier son absence ou sans bien entendu nier les capacités de l'être humain. Ça complète et ça permet d'assurer une véritable protection quand on est submergé par les alertes. Bon, Ingrid, on reviendra évidemment dans quelques instants avec vous avec les protocoles à mettre en place et comment est-ce que Tetris accompagne justement ses clients. Philippe, je voudrais qu'on rebondisse sur les propos de nos 2 premiers témoins. On est en train de se dire finalement que la situation, alors rouge stable, pour reprendre les propos d'Ingrid, pas forcément plus d'attaques, mais peut-être plus de paroles libérées. C'est-à-dire qu'on a tendance plutôt à dire aujourd'hui et à reconnaître qu'on a été attaqué, là où il y avait peut-être une forme de tabou, de retenue, parce que évidemment on affichait une certaine forme de vulnérabilité, et notamment à l'adresse de ses clients et de son écosystème, de ses parties prenantes. Oui, alors effectivement, Ingrid l'a évoqué à mi-mot. Si je prends le secteur de la santé, qui est un secteur que je connais bien, puisque j'étais en poste au ministère de la Santé et je m'occupais de l'ensemble des 3 000 établissements de santé et 32 000 établissements médico-sociaux, plus santé, sport et travail. Donc un joli périmètre, et c'est le seul secteur, ça a été le premier secteur à inclure dans une loi de santé, pas une loi de défense ou une loi numérique, l'obligation de déclarer les incidents. Alors on sait pertinemment que le thermomètre est faux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne déclarent pas encore, mais ça a libéré la parole. Alors la grande difficulté, c'est qu'il y a eu un deuxième effet qui se coule que je n'avais pas prévu, que je n'avais pas anticipé, pourtant mon métier c'est de faire de l'analyse de risque, c'est que certains s'en sont servis en disant le secteur de la santé, ils sont nuls. Ce sont des propos qui ont été tenus au FIC, ce qui est un peu dommage. Ils ne sont pas nuls, ils font avec les moyens qu'ils ont, et avec des dispositifs qui n'étaient absolument pas vus par les services informatiques. Tout ce qui est dispositifs biomédicaux. On a la même chose auprès de TPE, PME, surtout toutes les chaînes de production, qui aujourd'hui sont en dehors de l'informatique, mais qui présentent les mêmes vulnérabilités, parce qu'aujourd'hui complètement ouverts sur Internet. Donc effectivement, les langues se délient peu, et pour ajouter au deuxième effet qui se coule, on en parle beaucoup dans les médias, et je suis un peu étonné de temps en temps de voir des experts autoproclamés qui donnent de grands conseils, alors que ce sont des gens qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis. Je préfère prendre des résultats qui viennent de Tetris, où là, c'est de l'observation directe, c'est du factuel, plutôt que de faire des supputations à droite et à gauche. Alors, secteur de la santé, d'ailleurs, on en parle évidemment, c'est extrêmement médiatisé, et je pense que ça a été évoqué à Corbeil-Essonnes. Pourquoi le secteur de la santé particulièrement? Parce qu'il est vulnérable plus qu'un autre, parce qu'on est moins protégé, parce qu'il y a des données sensibles. Pourquoi les hôpitaux sont attaqués tout particulièrement? Ce n'est pas particulièrement. Pas plus que les TPE, PME aujourd'hui. Pas plus que de grandes entreprises. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, parce que d'abord, il y a l'obligation de déclarer les incidents, donc effectivement, on a de l'information qui arrive, mais en fait, parce que les systèmes, quand vous achetez un scanner ou un IRM, vous l'achetez pour 20 ans. Et vous n'avez pas la possibilité de mettre à jour les systèmes d'exploitation qui tournent derrière. Qu'aujourd'hui, on a un manque cruel, enfin, ils ont un manque cruel, puisque j'ai quitté ce secteur, un manque cruel de ressources RH. Donc j'encourage les jeunes qui font des études, qui se dirigent vers la cybersécurité. Il y a de très beaux postes à prendre en matière de santé pour aider à remonter le niveau de maturité de la sécurité.
On a la même chose sur les TPE-PME, on a la même chose sur les collectivités. Aujourd'hui, c'est dramatique de voir des portes béantes ouvertes et que Olivier parlait de la cybercriminalité. Il ne faut pas oublier que pour un cybercriminel aujourd'hui, c'est un moyen simple de faire de l'argent et il n'a jamais été aussi loin des juges. Donc avant de le rattraper, voilà, par petites sommes, il arrive à se faire de belles fortunes. Philippe, vous dites, et alors on s'en est parlé évidemment quand on a préparé cet échange, la cybersécurité, avant d'être un sujet technique, et on va rentrer évidemment dans le cœur du réacteur, c'est un sujet de gouvernance. Ça, c'est essentiel parce que ça commence peut-être par là, les niveaux de maturité, d'engagement. Il y a un sujet gouvernance avant celui d'être évidemment technique. Aujourd'hui, on en parlera bien sûr. Alors, l'ANSSI a sorti un très beau guide en partenariat avec l'AMRAE, donc, qui est l'association d'assurance. Et quand on nous avait présenté ça, à l'époque j'étais encore au ministère, j'avais dit que c'était une véritable révolution, mais au sens propre du terme. Je déteste le terme cyber, parce qu'on peut y mettre n'importe quoi, c'est un néologisme qui est utilisé depuis quelques années. On peut y mettre cybernaïveté, cyber-je-m'en-foutisme, tous les cyber que l'on veut. Et on a oublié les fondamentaux, aujourd'hui, en matière de sécurité, de protection de l'information et de sécurité des systèmes d'information. Nous sommes des systèmes d'information. Quand on peut mettre les plus beaux moyens techniques pour protéger quelque chose, si vous avez les administrateurs réseau qui échangent des mots de passe autour d'une machine à café, c'est perdu. Si vous avez des médecins qui échangent des données médicales autour d'une machine à café sans se soucier de l'environnement, c'est perdu. Et aujourd'hui, on laisse beaucoup d'informations fuiter à droite et à gauche. Et le terme cyber a ce défaut, à mon avis, c'est qu'on ne voit plus que l'attaque. On oublie l'ignorance, la faute interne. Et aujourd'hui, là également, c'est une source, notamment pour faire des fausses factures, pour faire des arnaques horribles. Il suffit d'aller chercher ça sur Internet. Tout est écrit. Quand on envoie des mails, je pense que les gens ont trop tendance à oublier qu'un mail, ce n'est ni plus ni moins qu'une carte postale. Un facteur, quand il vous porte le courrier, la carte postale, il peut lire ce qu'il y a dessus. Si vous prenez la précaution de le mettre sous enveloppe, c'est déjà plus compliqué. L'analogie, évidemment, est parlante. Yann Pennec, vous êtes d'accord avec ce que dit Philippe quand on dit que c'est un sujet de gouvernance avant d'être un sujet technique, qu'il y a des comportements humains avant de parler vraiment technique ou technologie ou numérique ou digital. Il y a d'abord des fautes et des erreurs humaines. Et puis c'est une volonté politique, pardon, d'abord une ambition politique, avant tout. Bien sûr que je suis d'accord avec Philippe. Une collectivité comme la région, elle a pour objectif, d'une part, de favoriser la filière des entreprises de la cybersécurité, mais aussi de permettre une meilleure protection de tous. Et comme beaucoup de programmes qu'on promeut pour faire que nos entreprises soient plus compétitives, il y a le sujet de la prise en compte par le chef d'entreprise de cet enjeu-là. Et concrètement, le sujet cyber, ou en tout cas de la protection des données de l'entreprise, il faut qu'il soit porté, incarné, et que ce soit une volonté qui soit portée au plus haut. Parce qu'effectivement, un DSI ou un RSSI seul a du mal à faire passer parfois des budgets qui sont en augmentation. Et c'est souvent finalement le témoignage de pairs qui se sont fait attaquer, qui convainc, mais souvent trop tard du coup, ces chefs d'entreprise-là. C'est pour ça que des associations comme le Club des ETI, des entreprises de taille intermédiaire de la région, jouent un rôle essentiel pour nous, justement, dans ce véhicule de sensibilisation, de formation, non pas des DSI et des RSSI, parce qu'il faut qu'ils échangent aussi leur expertise, mais vraiment de prise de conscience des dirigeants. Prise de conscience, justement, alors pour le coup de la région, et notamment un accélérateur depuis 2017, avec une feuille de route, et notamment qui vous conduisait jusqu'en 2020, qui va se poursuivre, on l'entend bien. 2010, pourquoi 2017 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un accident, il y a eu justement une cyberattaque d'une certaine ampleur. Pourquoi ? Je peux vous donner une anecdote ? Oui. Le président de la région a rencontré les dirigeants de Tetris à Jardiland en 2015-2016. Bon. Et le président autour d'un râteau ou d'une brouette. Bon, voilà, ça se passe comme ça. Hein. Non, mais très c'est simplement. Bon. Le chef de l'exécutif de la région est venu trouver ses services en disant il y a une société qui s'appelle Tetris, je veux que vous les rencontriez, il y a un sujet, je veux
on creuse ce sujet de la cybersécurité. Et comme toujours dans les politiques régionales et sa méthode de travail, c'est la co-construction. Et donc, il nous a demandé de réunir l'écosystème de la cyber, qui est un sujet dans lequel l'État a une place prépondérante parce qu'il y a une vraie question de souveraineté. Mais il y a aussi des entreprises, il y a aussi des associations, il y a aussi des collectivités, il y a aussi tout ce domaine-là. Et donc concrètement, au gré d'assises régionales de la cybersécurité, de rencontres des experts en la matière, on a co-construit une feuille de route qui a été votée avec un certain nombre d'actions pour justement à la fois augmenter la sensibilisation à la formation, mais aussi permettre aux entreprises d'avoir des aides à l'innovation pour développer de nouveaux produits, mais aussi de proposer typiquement des diagnostics de maturité sur ces sujets de cybersécurité aux entreprises de la région. Et voilà, petit à petit, concrètement, on est arrivé à porter un projet de création de campus régional de cybersécurité et de résilience concrètement, et qui associe finalement toutes ces entités, ces dynamiques-là, pour augmenter la protection globale des uns et des autres, avec une volonté de porter des projets d'innovation à dimension régionale, mais aussi d'avoir des accompagnements plus locaux auprès des entreprises, typiquement niortaises en la matière. Bon, et on reviendra évidemment sur la qualité de cet écosystème et de tous les talents que nous avons sur le territoire pour répondre à ces enjeux. Cécile, quand vous nous écoutez aujourd'hui, alors je dirais la chorale ou le panel que vous représentez incarne justement cette capacité à travailler ensemble. Yann nous le redira sans doute. Est-ce qu'on a le bon niveau de coopération? Est-ce qu'on est au rendez-vous aujourd'hui de ces enjeux pour se préparer à affronter une forme d'inconnu? Parce qu'on sait évidemment ce qui s'est passé, alors on est toujours un petit peu en train de suivre, mais on continue de subir encore. Est-ce qu'on a encore le bon, ou est-ce qu'on a suffisamment le bon niveau de coopération aujourd'hui entre les différents acteurs? Je dirais que c'est déjà un bon point qu'au niveau régional, il y a une structuration. Au niveau de l'État, il y a une prise en compte de ces sujets avec à la fois des plans de relance, à la fois des sujets en termes de réglementation. C'est jamais suffisant. On avance marche par marche. Il faut absolument qu'on travaille ensemble. Puisque en fait l'intérêt c'est que aujourd'hui quand une entreprise a traité de ces sujets, évidemment elle traite de ces sujets pour son organisation, par rapport à sa survie, évidemment. Mais une entreprise, elle ne travaille pas toute seule. Elle a des fournisseurs, des clients, elle a un écosystème. Et si elle est attaquée, elle est vulnérable, ça a des incidences, évidemment, sur les autres. Donc, je le disais, il y avait un silence. Je le disais, il y avait un tabou, une forme de silence. On ne disait pas, on ne déclarait pas qu'on avait été attaqué. Et le mal était déjà fait, si je puis dire, ou trop tard, en tout cas pour l'ensemble, par capillarité, en tout cas auprès potentiellement des fournisseurs, des clients, etc. Évidemment, on ne peut pas de toute façon cacher la situation. Je veux dire, à un moment donné, les choses se savent, que ce soit par un moyen ou par un autre. Une fois qu'une entreprise est paralysée, que vous ne pouvez plus travailler, vous ne pouvez plus fournir, il faut de toute façon agir. Donc, plutôt que subir, là encore, ces conséquences-là, il faut vraiment les anticiper. Et le travail aujourd'hui de l'ensemble des organisations par rapport à cette cybersécurité et donc du coup aussi cette résilience, c'est d'avancer en continu sur la préparation à ces incidents. On sait bien qu'on va tous être touchés à un moment ou à un autre et il faut anticiper le mieux possible, se préparer. Alors se préparer, c'est pas... on a fait au niveau du cybercercle la semaine dernière une matinale sur la gestion de crise avec des experts qui nous ont parlé spécialement de ces sujets. En précisant que effectivement une crise, on est sûr qu'on va en avoir. Oui, c'est pas quand, c'est comment. Voilà, on sait qu'on va de toute façon subir. Bon, alors très bien. Oui. À la limite, finalement, la crise sanitaire, ça nous aura donné aussi des éléments pour se préparer à des choses qu'on n'avait jamais finalement anticipées au niveau des organisations et des entreprises. Donc, on sait qu'il y a des choses comme ça qu'il faut affronter. Par contre, avoir déjà mis des briques
pour les affronter le mieux possible, c'est permettre à ce que les conséquences soient les moins terribles possibles. Parce qu'une conséquence, c'est non seulement sur, les conséquences, c'est non seulement sur l'organisation, sur l'entreprise elle-même, mais effectivement, ça a des conséquences par rebond sur les autres. Et c'est pour ça que, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, on est dans un écosystème où finalement une entreprise qui est attaquée, c'est aussi une entreprise qui peut finalement mourir, parce qu'à l'issue des cyberattaques, il y a quand même pas mal d'entreprises qui mettent la clé sous la porte, hein, il faut quand même dire les choses comme elles sont, vu les conséquences financières que cela peut avoir. Et une entreprise qui ferme, c'est par exemple un assureur qui a un client en moins, c'est un banquier qui a un client en moins, c'est un fournisseur qui travaille plus avec cette entreprise. Voilà. Et c'est donc du coup aussi tout un écosystème qui est atteint. Et la problématique qu'on voit aujourd'hui, c'est que aussi ces cyberattaquants, ils peuvent mettre à mal un écosystème, un territoire, une région, un secteur d'activité. Quand on parle de supply chain, par exemple, on sait qu'aujourd'hui, il y a des secteurs économiques qui ont tout intérêt et qui travaillent sur ces sujets ensemble, parce que on sait très bien que s'il y a un maillon de la chaîne qui est vulnérable et qui est touché, c'est l'ensemble de la chaîne qui va avoir un impact. Philippe, Cécile évoquait évidemment ces entreprises, ces organisations qui ne se relèvent pas toujours d'une cyberattaque. Il faut dire les chiffres, hein. 70% des hackers vont aller attaquer une PME ou une TPE. Une organisation sur deux ne se relèvera pas. Aujourd'hui, le sujet, c'est quoi? C'est un problème de culture, justement, on le disait, de gouvernance ou de moyens, de capacité d'investissement pour se protéger? Alors, les deux, mon général. Effectivement, il y a aujourd'hui un manque de moyens. Je parlais de ressources humaines pour le monde de la santé. C'est valable pour les collectivités, c'est valable pour les TPE, PME. Aujourd'hui, et c'est le message que j'ai fait passer quand j'étais à la région, c'est essayer de mutualiser. Ça se fait pour les délégués à la protection des données à caractère personnel, où la CNIL dit ça peut être interne, externalisé ou mutualisé. Mutualiser les coûts, les compétences, les investissements. D'accord. Les compétences, déjà, parce très bien. Les compétences sont rares. Donc, qui dit rare dit cher. Et qu'une petite collectivité n'a pas les moyens, ou une petite TPE, PME n'a pas les moyens de prendre un RSSI. Je connais même des ETI qui n'ont pas de RSSI. Je connais des ETI qui ont complètement externalisé leur service informatique. C'est-à-dire qu'ils ont donné les clés du camion. Donc derrière, à un moment donné, c'est sensibiliser les gens. Et leur sensibilisation, c'est pour ça que je suis assez vieille école, à l'époque où je travaillais avec le SCSSI, qui était l'ancêtre de l'ANSSI, où on disait que la sécurité ne servait à rien si c'était pris comme une fin en soi. Nous, notre job, c'est d'indiquer les risques et les moyens de s'en prémunir. Après, le chef décide. Il peut prendre des décisions qui ne me plaisent pas en tant que technicien, mais c'est sa décision, mais en connaissance de cause. Et en fait, on est un peu dans le même principe que l'assurance. C'est connaissez vos risques, ce qui va nous permettre de l'assurer ou de le protéger. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas fait. Et beaucoup de TPE, PME, et je rejoins complètement le constat, c'est que malheureusement, il y en a qui ne se relèvent pas. Un petit chiffre anecdotique, vendredi dernier, je témoignais aux côtés des radiothérapeutes de l'hôpital de Dax et de l'hôpital de Valence, que j'avais eu à traiter. Dax, 1,4 million d'euros pour revenir à un système nominal, c'est-à-dire en fonctionnement. On n'a pas abordé encore la sécurité totale de leur système d'information. 1,4 million. Quand on connaît le budget des hôpitaux, ils sont tous quasiment en déficit, mais qui par pudeur annoncent des retours à l'équilibre financier, c'est très compliqué. Du côté de Tetris, justement, vous constatez ça, c'est-à-dire des attaques, bon, on l'a dit, qui se stabilisent ou qui vont être de plus en plus nombreuses, mais qui coûtent de plus en plus cher. On vient de le voir à l'instant avec Philippe. Oui, en effet. Alors, on essaie, nous, de venir en anticipation. On préfère largement, effectivement, être appelé avant impact. Et donc, on essaie de ne pas avoir à vivre ces situations et ces annonces de gros montants. Néanmoins, c'est clair que la clé, c'est vraiment l'anticipation. C'est se dire qu'on sera tapé, c'est ce que disaient tous les autres autour de la table, hein, d'ailleurs. Une attaque va survenir. Donc, j'anticipe. Je prépare mes risques, mes analyses de risques, j'analyse mes systèmes. Si j'ai besoin d'aide, parce que ce n'est pas évident,
L'ANSSI a fait des guides qui peuvent aider, par exemple. Bon, il y a des boîtes aussi qui peuvent aider. C'est pas évident de comprendre, hein, et c'est pas évident de savoir quoi prendre, je pense, en tant que chef d'entreprise, pour être certain d'être assez couvert, sans parler de risque, mais techniquement, et en même temps, voilà, être certain et se sentir un peu plus serein et un peu plus... il y a des RSSI, des directeurs informatiques qui nous disent depuis que j'étais triste, je dors la nuit. C'est-à-dire que le bonhomme, avant, il ne dormait pas la nuit, quoi. Enfin, je caricature un tout petit peu, bien entendu. Tetris pourvoyeur de sommeil. C'est comme ça votre signature. Maintenant, vous allez changer de signature. Philippe, en rebond, et puis après, on aura Olivier Graal. Hein, Merci. Juste 30 secondes. Oui. Ça a été dit. Alors, le monde du numérique a piqué énormément de termes au monde de la santé. Eh bien, c'est comme dans la santé. Le préventif coûte moins cher que le curatif. Olivier Graal, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait concrètement quand on subit une cyberattaque? Le premier coup de fil à passer, c'est à qui? C'est à son assureur, c'est à la gendarmerie, c'est à l'ANSSI. C'est quoi le sujet? Alors, avant même de prendre son téléphone, faut-il encore déjà qu'il fonctionne, puisque si vous regardez la vidéo, l'excellente vidéo du maire d'Angers qui malheureusement a subi une cyberattaque et qui a eu le courage de s'exposer. Le fax. La seule chose qui fonctionnait, c'était le fax. C'était le fax. Déjà, vous avez un premier souci. Il l'avait remisé, mais il ne savait pas, il le dit dans le témoignage, hein, il n'imaginait pas qu'un jour il faudrait rebrancher son fax. Donc le premier réflexe, c'est effectivement de cloisonner son réseau, pour éviter de continuer à subir des attaques. Une attaque qui débute, c'est pas de l'instantané, ça dure. Donc on va d'abord commencer par isoler les machines qui ont été compromises et isoler le réseau, donc débrancher l'accès Internet si vous préférez, de façon à figer la scène de crime, puisqu'on peut parler de scène de crime. Une fois qu'on a donc protégé ces équipements, alors je précise, isoler ne veut pas dire éteindre, puisque dans l'esprit des gens, souvent... on débranche. Voilà, on débranche. Alors on ne débranche pas n'importe quoi. Quand une machine est compromise, on a tout intérêt à la laisser en fonction, mais la déconnecter des autres machines. Alors pourquoi on la laisse en fonction? Puisque si vous éteignez votre ordinateur, vous allez perdre une partie des éléments de preuve qui pourraient être utiles au service de l'ordre pour mener l'enquête. Donc une fois que ça c'est fait, il y a des priorités. Je pense d'abord appeler son prestataire de service. Normalement, si vous avez fait les choses bien, vous avez un prestataire de service pour vous accompagner sur ce type de crise. J'insiste sur la nécessité de prendre contact avec les services de l'ordre, puisque le constat aujourd'hui, c'est qu'on a une déclaration d'incident pour 250 attaques à peu près. Pour les raisons qu'on a citées tout à l'heure, c'est-à-dire aujourd'hui, l'accident cyber est considéré comme une maladie honteuse. Hein. Donc la plupart des victimes essaient de cacher la situation à tort, puisque malheureusement, ça va se savoir de toute façon, d'une façon ou d'une autre. L'information va circuler et à partir du moment où on essaie de cacher soi-même l'information, on perd le contrôle de la communication. Donc il faut effectivement prendre contact avec les services de l'ordre, faire un dépôt de plainte, prendre contact avec les services qui sont en capacité d'accompagnement. Il y en a 3 principaux. L'ANSSI pour les opérateurs régulés, donc nous sommes ce qu'on appelle le CERT France, le Centre de réponse à incident national. Mais nous œuvrons au profit d'une population relativement limitée. Donc les autorités régulées, c'est les ministères, c'est les opérateurs d'importance vitale, les opérateurs de services essentiels. Si vous êtes une ETI, une PME, nous accompagnons le conseil régional pour la mise en service de ce qu'on appelle un CICERT. Donc un CICERT, c'est aussi un centre de réponse à incident. Donc nous avons la chance d'avoir en région Nouvelle-Aquitaine un CICERT qui se lance et qui accompagnera donc les PME, ETI, collectivités territoriales sur le volet réponse incident. Et enfin, nous avons le réseau cybermalveillance.gouv.fr, donc le site cybermalveillance.gouv.fr, qui couvre les particuliers, les TPE, les PME et les collectivités, avec un site internet qui vous permet de trouver proche de chez vous des personnes pour vous accompagner, puisque le nerf de la guerre, si vous n'avez malheureusement pas fait le travail en amont, c'est de rapidement trouver une société sérieuse pour vous aider à reconstruire votre système.
Voilà donc pour les grandes démarches évidemment à accomplir dès les premiers moments ou les premiers instants de cette attaque. Yann, est-ce qu'il n'y a pas quand même une injonction, alors pas contradictoire, mais un peu paradoxale quand même, de dire aux entreprises: continuez de vous engager, nous vous accompagnons dans la transition numérique et digitale, et en même temps évidemment de les exposer un peu plus de par le fait, évidemment, de s'engager dans cette transformation numérique. Ça veut dire quoi? Qu'en même temps, simultanément, dans leur engagement numérique, il faut les accompagner dans cette cyber-résilience ou cette cybersécurité? Ce n'est pas une contradiction, mais c'est une réflexion qu'on doit mener conjointement. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, une entreprise, peu importe son secteur d'activité, pour être compétitive à l'avenir, a besoin d'intégrer, de déployer des outils numériques pour son système d'information, pour la gestion de sa clientèle, pour ses relations avec ses fournisseurs, pour son service RH, bref. On est, nous, région, dans une logique où on souhaite accompagner la compétitivité des acteurs économiques de la région, et donc on accompagne des gros projets de transformation numérique des entreprises. Et effectivement, précédemment, on n'accompagnait pas cette transformation numérique d'exigences liées à la cybersécurité. Parce que concrètement, cette digitalisation augmente la surface d'exposition aux menaces. Et effectivement, dans ce type de projet qu'on accompagne, on est un peu dans une logique d'aider les PME qui sont dirigées par des dirigeants qui vont peut-être transmettre dans quelques années, mais qui existent depuis 20, 30 ans, avec des tableaux Excel partout, et sans cette culture du numérique et de l'exigence de sécurité qui doit être parallèle. Et donc, concrètement, aujourd'hui, on va coupler nos aides à la transformation numérique à cette exigence-là. Alors, on est forcément dans ce cadre-là en relation avec toutes les strates dont on a parlé, hein, l'Europe, l'État, la région, mais aussi... on parlait tout à l'heure de personnes qui peuvent avoir une compétence mutualisée dans les collectivités. Il y a des syndicats mixtes, souvent départementaux, mais qui peuvent justement acquérir une certaine compétence au service de leurs adhérents. En Charente-Maritime, il y a Soluris qui intervient aussi dans les Deux-Sèvres. Il y a l'Agence landaise pour l'informatique dans les Landes. Et donc, en fait, il y a une vraie prise de conscience à l'échelon européen et national de cet enjeu. Et nous, notre objectif, c'est d'être un maillon pour que ça arrive jusqu'à la secrétaire de mairie qui est employée à mi-temps, qui n'a pas forcément cette compétence, mais qui sait justement qui appeler à Mont-de-Marsan quand on est dans les Landes ou à Saintes quand on est dans les Deux-Sèvres ou en Charente-Maritime, pour pouvoir avoir des formations, un accompagnement, et puis aussi... le lien avec le campus régional et le centre de réponse à incidents pour traiter les problématiques. Donc effectivement, la transformation numérique accrue augmente la surface de menaces et on ne peut pas nous fermer les yeux sur ce problème-là. Bon, avec ce sujet formation que vous avez évoqué, en tout cas monter en compétences, est-ce qu'on a aujourd'hui une pénurie de talents sur ces sujet-là? Est-ce qu'on doit encore progresser? Et comment est-ce que la région peut accompagner justement à hausser le niveau, je dirais, de formation sur ces sujets? J'ai entendu Ingrid sourire à côté. Oui, elle réagira, évidemment. Bon. En fait, c'est une entreprise qui a une belle croissance, mais toutes les entreprises de la filière cybersécurité et en fait, l'ensemble des entreprises qui ont besoin de cette compétence-là, pas forcément de la filière, hein, mais dans les industriels également, sont face à une pénurie de ces compétences-là. Et c'est une pénurie nationale, européenne, hein, c'est pas seulement dans la région. Donc il faut travailler là-dessus. On a mené avec 11 entreprises une opération à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris cette année, avec plus d'une centaine d'offres d'emploi, et essayer de faire venir, avec l'attractivité du territoire de Nouvelle-Aquitaine, des talents sur ce domaine-là. Est-ce que ça marche? Ingrid pourra témoigner. Ingrid va réagir. Mais oui, en fait, déjà, ne serait-ce que d'avoir plus d'une centaine de candidatures, c'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément facile à avoir. Chaque entreprise avait, oui, plus d'une dizaine de rendez-vous avec des personnes qui avaient été triées, donc avec des compétences qui avaient été plus ou moins ciblées. Donc ça ne suffira pas, mais en tout cas, c'est une opération qui a fonctionné, oui.
Et donc, acquérir cette compétence-là devient cher. C'est-à-dire que ces entreprises-là sont obligées de faire appel à des cabinets spécialisés qui vont démarcher aussi des salariés en poste. Enfin, c'est vraiment... on connaît ça au sein de la filière numérique. L'ensemble des entreprises de la filière numérique pâtissent du manque de développeurs, etc. Mais dans le domaine de la cybersécurité, on a atteint un niveau qui est vraiment pointu. Bon, avec des profils qui vont devenir précieux, on le comprend bien. Au-delà de la complexité, justement, de la nature de ces cyberattaques, on l'a vu avec Olivier au démarrage de notre conversation, il y a un enjeu, effectivement, de pénurie de talent. Vous parlez de 20 000 personnes au niveau national. Vous nous confirmez ces chiffres-là aujourd'hui ? Oui, alors ouais, voilà. on se fasse. Alors, c'est la guerre des chiffres. Philippe en a encore Qui plus. dira mieux, mais bon. Voilà, bon. ça. Clairement, déficit de talent, oui. C'est aussi pour ça que je disais, on a essayé, nous, d'automatiser nos solutions, voilà, histoire de dire, la machine va essayer de compléter l'homme. Pour recruter, c'est pas facile. L'opération qu'on a faite à Paris ensemble, à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine, a effectivement drainé des profils. On parvient à recruter, mais comme le disait Yann, on se fait aussi débaucher certains de nos profils que l'on a parfois formés pendant 2-3 ans et qui reçoivent une énorme proposition de certaines boîtes américaines que je ne citerai pas, mais vous voyez de quoi je veux parler, et bien entendu poursuivre, c'est pas évident. Donc oui, on a en France des super formations d'ingénieurs. Clairement, le niveau de nos ingénieurs est reconnu, et d'ailleurs ils sont chassés, et ils sont encore plus chassés quand ils ont après une expérience dans les boîtes de 3 ans, etc. Il y a quelque chose à faire, et c'est pas évident de recruter. Ensuite, c'est une question de marque employeur et tous les sujets de montrer des valeurs, de montrer une inclusivité, etc., etc. Mais c'est un vrai challenge. Avec des exigences évidemment et des aspirations, notamment de cette nouvelle génération de talents. Philippe, alors qui dit mieux, 20 000, 50 000 bon, est-ce qu'on peut s'entendre sur un chiffre un peu objectif quand même et proche de la réalité ? Alors pas 50 000, 150 000. Bon. 150 000. C'est une étude qui a été faite avec les différentes régions. À l'époque, moi j'étais en Pays de la Loire. Les différentes régions étaient en réflexion pour monter des campus cyber et des CICERT. Et effectivement, on a fait avec différentes associations, dont le CESA, qui est le club des experts de la sécurité informatique et numérique. Et aujourd'hui, il y a 150 000 postes. Quand on discute avec des gens comme EDF, quand on voit les collectivités, quand on voit les TPE-PME, même si on mutualise, aujourd'hui, on a vraiment un manque. Et d'ailleurs, on voit fleurir des formations à droite à gauche. Alors, si vous avez des enfants, encouragez, s'ils veulent être dans cette voie, à prendre des formations qui soient validées par l'ANSSI, Secnumedu, parce que là, c'est un gage de garantie également. Ça veut dire que ce qui va leur être délivré n'est pas neutre. Et regardez si l'école fait également de la formation, non pas que de pentest, parce que malheureusement, intervenant dans différentes écoles, et quand on discute avec les jeunes, ils veulent faire du test de pénétration. Et ces écoles ont répondu un petit peu aux attentes des élèves, des étudiants. Manque le côté analyse de risque, manque le côté organisationnel qui est quand même le démarrage en matière de sécurité. Cécile, vous confirmez justement ces propos. Il y a un sujet application métier pour qu'on soit au plus proche du réel et structuration de la filière au-delà du bon dialogue évidemment entre les parties prenantes et les parties engagées, on l'a bien compris. Oui, alors au-delà des experts dont on a tous besoin, les experts techniques, et on a aussi besoin d'acculturation à tous les niveaux. C'est-à-dire que l'ensemble des salariés, des collaborateurs de l'entreprise doivent avoir une culture de sécurité, parce que c'est eux les maillons, et les maillons forts là pour le coup, pour garantir que au niveau de l'organisation, dès qu'il y a quelque chose qui paraît pas normal dans l'entreprise par rapport au système, c'est eux qui sont les premiers à voir que ça ne va pas. Donc c'est eux qui peuvent remonter l'information, c'est eux qui, comme on le disait tout à l'heure, ne vont pas mettre leur mot de passe un peu partout. Chaque individu aujourd'hui est un maillon de cette chaîne de sécurité, et que ça soit au niveau citoyen, que ça soit au niveau collaborateur de chaque organisation, on est tous
un petit peu responsable des données, un petit peu responsable de ce qui se passe. Et si chacun fait aussi attention et vigilant par rapport à ça, on gagnera et on montera aussi le niveau. Par rapport à ça, justement, je rebondis sur ce qu'on disait tout à l'heure, cybermalveillance.gouv.fr est une plateforme où il y a énormément de ressources documentaires pour avancer à titre individuel, mais aussi dans les organisations, en amont, sur cette partie de sensibilisation. Et on doit tous devenir plus forts sur ces sujets, parce que c'est des sujets de société qui nous concernent tous. C'est la société de demain dans laquelle nous vivons, et je pense que chacun de nous n'a pas envie d'avoir ces données qui sont dispersées partout, et donc ça n'est pas la responsabilité d'un RSSI, ce n'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre, d'un prestataire informatique de gérer ça. C'est chacun doit prendre sa part. Voilà. On l'a bien vu au niveau européen. Philippe, je reviendrai vers vous. Je voulais juste voir avec Olivier, évidemment, un point, sujet Europe, Annecy, comment est-ce que ça se joue ? Protection, RGPD, ça fonctionne plutôt bien au niveau légal. Il y a un vrai sujet de souveraineté aujourd'hui. On l'a bien vu dans le contexte sanitaire, avec un sujet santé, alimentaire, bien entendu. Aujourd'hui, énergétique plus que jamais. Côté données et numérique, est-ce qu'on a un engagement fort au niveau européen ? Est-ce comment vous l'accompagnez du côté de l'Annecy ? Oui, tout à fait. L'ANSSI est membre de son homologue européen qui s'appelle l'ENISA, membre très actif. Alors, je pense qu'on peut être fier du travail effectué par la France au niveau européen, puisqu'on a été assez précurseur sur pas mal de domaines, notamment sur la structuration des solutions de réponse à incidents au niveau étatique. Et on a inspiré pas mal d'initiatives européennes aujourd'hui, notamment la directive Nice, qui statue sur un socle minimum de sécurité à apporter à ce qu'on appelle les opérateurs de services essentiels. Donc dans l'idée, ce qui se trame au niveau européen, c'est travailler ensemble pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement des services que l'on utilise au quotidien, que ce soit dans le domaine du transport, de l'énergie, de la santé, des banques, de l'assurance. Donc il y a pas mal de sujets qui sont abordés. Donc il y a une construction commune européenne qui va, selon moi, dans le bon sens. Donc on va retrouver, et on l'a vu avec le RGPD, donc des standards communs, et on va ensemble faire évoluer à la fois les solutions de réponse à incident, donc quoi faire, mais aussi, et on l'a abordé tout à l'heure, on va légiférer sur ce qui est du domaine du légal et faire évoluer les textes de loi, puisque le constat aujourd'hui, moi j'aime bien prendre l'analogie de la voiture. On est, je dirais, aux années 70 de la voiture, c'est-à-dire qu'on a commencé à prendre conscience du risque, on a équipé nos systèmes de solutions de sécurité, on a des embryons de code de la route, on va dire, en matière de cybersécurité, mais il y a encore un effort commun à fournir pour s'assurer que chacun d'entre nous prenne sa part de responsabilité. Ça passe par la sensibilisation, la formation, l'équipement, bien sûr, mais aussi et malheureusement par le contractuel. Donc imposer des standards aux entreprises, aux administrations, aux collectivités et demain, j'espère, aux particuliers, puisqu'on est un maillon fort du système d'information. Et réduire évidemment l'accidentologie, on le comprend bien. Justement, je voudrais profiter de cette analogie ou cette métaphore pour l'affiler avec vous, Cécile, côté assurance. Quel rôle a l'assureur aujourd'hui ? Profitez évidemment de votre présence et de votre casquette, parce que je vois le temps qui passe, et vous aurez la parole dans quelques instants pour interroger justement nos amis, nos grands témoins. Quel est le rôle et la place des assureurs aujourd'hui ? Est-ce que c'est très clair, cette position ? Ils font de la pédagogie, de la sensibilisation, ils vont faire du remboursement. Je sais que ça va être discuté évidemment au Sénat dans quelques jours. Là, il y a encore un peu d'ambiguïté. Comment est-ce qu'on fait pour clarifier les choses sur ce sujet-là ? Alors évidemment, les assureurs sont toujours sur la prévention, sur tous les sujets. Les assureurs ont toujours été... ils connaissent bien leurs clients, évidemment, par définition. Ils connaissent bien leurs clients, ils connaissent bien les situations de risque.
et sont précurseurs dans les solutions à mettre en place en termes de prévention. Donc évidemment, les assureurs accompagnent leurs clients sur la prévention. Aujourd'hui, le problème de l'assurance cyber, c'est qu'on parle de ce sujet avec un focus exclusif sur la cyberrançon et le paiement, le remboursement de la cyberrançon, qui n'est que vraiment un bout du sujet et qui n'est pas l'objet en fait et qui prend trop de place aujourd'hui à mon sens au niveau médiatique et voilà. Les assureurs aujourd'hui ils sont confrontés à plusieurs situations. Ils ont une obligation de clarifier leurs contrats et ça c'est des obligations des régulateurs qui leur sont faites aujourd'hui puisque les assureurs sont des acteurs économiques majeurs au niveau de la société et qu'ils ont des contraintes de solvabilité. Donc face à ça, on leur a demandé d'assurer à ce que au niveau de leur portefeuille, ils puissent garantir le paiement à terme de l'ensemble des sinistres. Et on sait bien que les sinistres cyber sont des sinistres qui peuvent être des sinistres systémiques et on peut avoir des effets énormes. Donc les assureurs sont aujourd'hui ont un travail considérable à faire pour, sur leur police classique, on va dire, d'assurance, veiller à ce qu'il n'y ait pas des débordements de couverture qui ne soient pas prévu déjà dans les primes en fait. Donc là il y a un gros chantier. Il y a un autre gros chantier, c'est la partie cyberassurance, c'est-à-dire comment aujourd'hui le marché de la cyberassurance prend. Et ça c'est très compliqué parce qu'on a vu avec le rapport Lucie de l'AMRAE qu'il y a eu des grosses tensions ces dernières années sur les renouvellements de contrats. Donc on a à la fois des grandes entreprises qui n'arrivent plus à trouver des assureurs par rapport à leur capacité, aux besoins de capacité. Donc ça a été compliqué. Mais en même temps, nous, quand on est assurance de distribution, agent ou courtier, et que nos clients sont des PME, TPE, aujourd'hui, il n'y a pas de marché d'assurance. C'est très faible. Sur l'assurance cyber, les clients ne sont pas du tout aujourd'hui assurés sur ces sujets. Avec un besoin évidemment de clarifier peut-être le cadre de l'indemnisation des rançons en cadre de cyber-attaque. On le comprend bien. Évidemment, il faudra en discuter. Ce sera le cas notamment au Sénat, je le disais, dans quelques jours. Discussion à suivre. Vous avez la parole, vous levez la main, on vous apporte un micro. Les choses sont bien faites. Merci beaucoup. Vous avez la gentillesse et la courtoisie de vous présenter, de poser votre question et de l'adresser aux besoins si c'est le cas. Au premier rang, c'est souvent au premier rang que ça se passe. C'est comme à l'école, voilà les bons élèves. Le sujet, ce n'est pas les questions, c'est parfois l'audace. On se dit, est-ce que je dois la poser ou pas? Merci pour votre audace, monsieur. Bonjour, merci de vous présenter. Je vous laisse poser votre question. Je vous écoute. Bonjour, je suis Jean-Charles Quentin, je suis CTO chez Saint-Gobain. Donc on vend des solutions, du matériel et des solutions, mais on vend aussi des solutions numériques maintenant. Et ma question qui me brûle les lèvres depuis le début, en fait, c'est que cette espèce de prise entre deux feux des entreprises, entre d'une part effectivement le sabotage et l'espionnage, et cette idée que la solution d'aller vers les clouds américains, des GAFA, n'est pas forcément la meilleure solution. Et j'ai l'impression que toutes les entreprises en sont un petit peu là, en train de se dire c'est pas bien de faire uniquement d'héberger soi-même derrière son petit modèle ADSL. Et, voilà. Et en même temps, quand nous, on préconise, en tant qu'innovateur dans la techno, on préconise d'aller faire du zéro trust network, chez des hyperscalers, et ben on a les grands groupes, les banques assurances qui nous regardent en disant ouais, mais nous, on n'aime pas trop quand même les expositions, ainsi de suite. Et je trouve qu'on est complètement schizophrène là-dessus. Comment on peut, en tant que responsable sécurité, et vous qui savez bien le sujet, comment on peut essayer d'aller de l'avant sans avoir un pas en avant et puis deux pas en arrière, parce que toujours la peur de cette perte de souveraineté. Voilà. Merci pour votre question. Elle est adressée particulièrement à quelqu'un ou quelqu'un la prend, voilà, un de nos grands témoins. Olivier, allez, se lancer, Ingrid complétera. Vous levez la main, on vous apporte le micro en attendant. Merci. Alors, Olivier. C'est effectivement un sujet complexe. Je vais essayer d'apporter des réponses simples. C'est-à-dire que pour moi, la première solution, c'est clairement l'analyse de risque. Donc, il y a effectivement un sujet de souveraineté sur les données. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous stockez vos données chez un prestataire de services étranger, quel que soit le pays, vous vous exposez à un risque. C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne savez pas quelle va être la stratégie du pays en question d'un point de vue législatif. Et on a bien vu que certains États, notamment les États-Unis, se dotaient d'un arsenal juridique qui leur permettait d'accéder aux données
de tout un chacun à partir du moment où ils estiment que vous nuisez à la sécurité nationale américaine. Donc ce n'est qu'un exemple. On stigmatise ce texte de loi parce qu'il est public et qu'on en a beaucoup entendu parler, mais on a le même cas de figure dans à peu près tous les pays. Hein. Donc il y a un vrai risque. Mais ce risque, il se mesure et il ne faut pas s'interdire forcément de travailler avec nos alliés ou d'autres sociétés étrangères. À partir du moment où on le fait en conscience. Donc pour moi, vraiment le nerf de la guerre, c'est de comprendre son écosystème, de comprendre ce qui a de la valeur pour son entreprise et à partir de là, de mettre en place la politique de sécurité adéquate. Toutes les données n'ont pas la nécessité d'avoir le même niveau de sécurité. Néanmoins, il faut sanctuariser ce qui a de l'importance pour vous et le protéger de la prédation extérieure ou intérieure, puisque le problème peut aussi subvenir au sein de l'entreprise. Il ne faut pas oublier que 30% des accidents de sécurité numérique sont dus à soit de la négligence, soit de la malveillance interne. Donc le sujet, il n'est pas que externe. Bon, sanctuarisation des données, on l'a bien compris. Ingrid, peut-être en complément, et puis on prendra une autre question. Merci Olivier. Ouais, j'aurais dit pareil, cloisonner, choisir quelles données j'accepte d'héberger éventuellement dans un cloud, on va dire non européen. Je pense qu'on peut quand même distinguer législation européenne et législation non européenne. Comme ça simplifie un petit peu quand on choisit où on met ces données. Clairement, les lois extraterritoriales s'appliquent plus sur les sociétés non européennes. Donc, on choisit, on détermine quelles sont les données les plus sensibles ou celles que je veux garder. Se dire quand même que personne n'est à l'abri d'espionnage et que même si je fabrique des pains de mie, en fait, j'ai des secrets industriels. Je prends exprès une activité qui ne semble pas construction d'avion, mais même en fabriquant de l'alimentaire, j'ai des secrets. Et en tout cas, j'ai des clients, des fournisseurs, etc. Et si quelqu'un d'autre accède à ces données-là, je perds du temps, au moins, sur le marché que je vise. Voilà. Ensuite, effectivement, il existe des hébergeurs cloud européens. Il y en a des gros, il y en a des robustes. Et il est de notre responsabilité, à mon avis, en tant que Français et patron d'entreprise française, de savoir faire confiance à des partenaires français ou européens pour faire marcher l'écosystème, l'emploi et la croissance française ou européenne. Et il en va de nos souverainetés, on le comprend bien. Philippe Louneau, 15 secondes et puis on prend la question en bout de salle. Merci. Je pense que la question, elle ne concernait pas forcément que l'hébergement, mais également tous les systèmes qui vont avec, toutes les applications. Et effectivement, là, on a un vrai sujet. Et donc là, derrière, c'est de mettre des briques complémentaires qui vont permettre de préserver les échanges d'informations à l'intérieur. Mais effectivement, hébergement, le choix, Secnum Cloud par exemple, ou d'hébergeurs européens. Et après, malheureusement, sur les produits américains que l'on est obligé d'utiliser, mettre des briques complémentaires qui vont garantir la sécurité des données. Merci Philippe. Allez, on fait signe parce que le temps presse, le programme continue, il est riche et dense. Merci. On a effectivement une dernière question et je dois vous préciser que ce sera malheureusement la dernière question. Allez, on poursuivra les échanges en pied de scène au besoin autour d'un café. Bonjour, merci de vous présenter, on vous écoute. Merci beaucoup déjà pour votre conférence. Thibaut Dambrun, je travaille dans une société MSP, donc fournisseur de sécurité service manager. Et je voulais avoir un peu votre avis, votre éclairage sur la maturité des PME, TPE sur justement les services managers en tant que sécurité décentralisée par rapport à toutes ces sociétés qui n'ont pas les moyens de mettre de l'argent dans un CTO ou des directeurs de sécurité. Merci pour votre question. On a un petit peu parlé, mais on peut compléter évidemment. Philippe, Olivier, rapidement. On y va. Allez Philippe. Rapidement, okay. Si le fournisseur MSP fait la démarche de se faire labelliser cybersécurité déjà auprès de cybermalveillance et sous l'égide de l'ANSSI, c'est un plus. Donc c'est confiance. Aujourd'hui, les TPE-PME, il faut leur présenter, mais pas leur présenter sous l'aspect menace, mais impact pour leur société. Moi, je suis dans la même démarche que les assureurs. C'est quel est l'impact pour ma société, pour ma boîte. Et là, ça leur parle. Alors, je compléterai, puisqu'il y a sous-traiter son système d'information à un tiers de confiance n'exclut pas le contrôle. Et on a malheureusement déploré pas mal d'accidents cette année chez des prestataires de services informatiques avec des conséquences graves pour leurs clients. Et donc, en tant qu'utilisateur ou client,
je me dois de vérifier ce à quoi mon fournisseur s'engage. Et notamment, je dois vérifier quel est son niveau de sécurité et comment il va garantir la continuité d'activité de mon entreprise. Donc je ne suis pas contre l'externalisation à condition qu'elle soit faite en conscience et avec des garde-fous pour s'assurer que le jour où on a un problème, on puisse reprendre la main. Voilà, merci pour ces éléments de réponse. Olivier, Cécile, Philippe, Ingrid et Yann, on peut les applaudir. Tous les 5, bien entendu, pour leur présence et leur contribution et leur concision aussi, pardon, de vous bousculer. Pour suivre, évidemment, je le disais, le programme est riche et varié. Vous trouvez toutes les informations sur innn.fr et à suivre donc cette conférence consacrée à l'open data et aux risques qu'ils vont tous savoir déconstruire les mythes pour promouvoir l'ouverture des données. Excellente journée, excellent salon, excellente fin de séquence. À très bientôt, merci.